Donc, le travail de recherche que je vous présente aujourd'hui est d'une certaine manière la suite du travail que j'ai présenté l'année dernière sur les débats politiques autour de la République en 1789 et 1790 aux États-Unis par le biais du cérémonial. Je vais vous présenter maintenant, je dirais, la suite du débat, non pas autour du cérémonial, mais autour de ce que j'ai appelé les hérésies politiques. Enfin, c'est pas moi qui ai utilisé l'expression, c'est Jefferson qui utilise cette expression. Et donc, j'ai voulu le présenter en deux fois, parce que je suis parti du travail autour de la réception de The Rights of Man de Thomas Paine aux États-Unis, donc en 1791, la première partie. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait comprendre cette réception que si on remontait un peu dans le temps. C'est-à-dire que si on remontait justement à ces textes qui paraissent en 1790 et au début de 1791, auxquels en quelque sorte Paine répond à son corps défendant. Vous allez voir. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter dans cette première partie la première partie de ce débat avant la réception de Thomas Paine, c'est-à-dire avant la publication de The Rights of Man aux États-Unis, ce qui nous permettra de comprendre dans quel contexte intellectuel est reçu Rights of Man de Thomas Paine. Parce que c'est très important de le comprendre. Si on ne comprend pas les débats qu'ont suscité la publication de Rights of Man aux États-Unis au moment de sa publication. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie, et le mois prochain, je vous présenterai la suite. Voilà. Donc le titre de l'intervention, c'est un défi aux hérésies politiques, la réception de la première partie de Thomas Paine de Rights of Man aux États-Unis en 1791. Là, tout d'abord un petit point chronologique. En avril 1791, donc, John Beckley, B-E-C-K-L-E-Y, qui est le secrétaire, qui est le clerk, qui est le secrétaire de la Chambre des représentants, et qui est un ami politique de Jefferson et de Madison, transmet à Madison un exemplaire de la première partie de Rights of Man qui a été publié 2 mois plus tôt à Londres, puisque c'est publié en février à Londres. Madison, qui est à ce moment-là un des leaders de la Chambre des représentants et qui est opposé au projet politique de Alexander Hamilton, qui est le secrétaire d'État au Trésor, fait parvenir le pamphlet à Jefferson, qui est alors secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, pour qu'il puisse contacter les imprimeurs, pour faire rééditer le pamphlet de Thomas Paine aux États-Unis. Et donc Jefferson écrit à un certain Jonathan Byard Smith, qui est le père d'un éditeur de Philadelphie qui s'appelle Samuel Harrison Smith, et il accompagne le pamphlet de Paine d'une petite note disant que, et je vous cite ça, je fais la traduction au vol, qu'enfin quelque chose, qu'il était content qu'enfin quelque chose ait été écrit contre les political heresies, contre les hérésies politiques qui ont jailli récemment parmi nous. Et sans que Jefferson en ait été avisé, l'imprimeur a imprimé Rights of Man avec en première page la note de Jefferson, qui au point de départ n'est pas du tout destinée à être publiée, et qui donc dénonçait ces hérésies politiques qui, selon Jefferson, se développaient aux États-Unis. Alors ça met Jefferson en porte-à-faux à l'intérieur du gouvernement Washington, il fait partie du gouvernement. Or, qui est-ce qu'il vise quand il parlait de ces hérésies politiques? En fait, il visait son collègue, entre guillemets, John Adams. John Adams qui venait de faire paraître une série de 31 essais en 1790, 31 essais qui s'appelaient les Discours de Davila, Discourses of Davila, et les Discourses of Davila avaient été publiés dans la Gazette of the United States, la Gazette fédéraliste, et donc Jefferson considérait ces propos, considérait ces textes de John Adams, donc, qui était vice-président des États-Unis, et par ailleurs un de ses amis proches, par ailleurs, il considérait ça comme très très dangereux. Et donc il s'inquiétait plus globalement des propos qu'il considérait des hérésies politiques, des propos et des écrits qu'il considérait comme aristocratiques, voire monarchiques, depuis la mise en place du gouvernement fédéral en 1789. Et là je vous renvoie à ce que j'ai raconté la dernière fois à propos du débat autour du cérémonial. Et donc la presse fédéraliste, et notamment la Gazette of the United States, qui était financée par Hamilton d'ailleurs, semblait à Jefferson diffuser ce qu'il appelait un esprit de Toryisme, renvoyé aux Tories anglais, le tourisme dangereux. Donc Jefferson est particulièrement inquiet de ce qui est en train de se passer aux États-Unis,
d'autant que la période est également marquée par une montée très brutale de la spéculation financière aux États-Unis, autour de la dette des États-Unis, et à une montée très brutale des inégalités dans la société américaine. Et donc, tous ces facteurs inquiétaient Jefferson, mais aussi les anciens fédéralistes comme Madison. Par ailleurs, les Discourses of Davila de John Adams étaient extrêmement critiques envers la Révolution française et rejoignaient en partie seulement, les propos tenus par Edmund Burke dans les Refractions qui étaient parus en novembre 1790. Alors la presse fédéraliste américaine ne donne pas un très grand écho au pamphlet de Burke, mais en lisant les comptes rendus des événements français par la presse fédéraliste, on se rend compte que ce qui est diffusé par la presse fédéraliste américaine, c'est une vision très négative de la Révolution française. Or, pour Jefferson, le sort de la liberté dans le monde est lié au sort de la Révolution française, mais aussi le sort de l'expérience du républicanisme en Amérique. Il écrivait notamment à son ami George Mason le 4 février 1791 qu'il existait une secte, entre guillemets, qui considérait la Constitution anglaise comme le plus grand monument politique humain et qui attendait l'échec de la Révolution française, ou la Révolution en France, pour faire rétrograder l'Amérique vers une constitution monarchique. Et donc, Jefferson disait que cette secte comprenait des personnes de renommée haut placées dans l'administration, on faisait référence à John Adams, mais aussi les spéculateurs sur la dette des États-Unis, le secrétaire d'État au Trésor Hamilton, mais aussi les membres de la Société des Cincinnati. La Société des Cincinnati, c'était une espèce de société à vocation aristocratique qui avait été créée par Washington notamment, qui comprenait des anciens officiers de l'armée continentale et de l'armée française d'ailleurs, qui espéraient devenir une espèce d'aristocratie républicaine. Et donc les écrits de Adams semblaient à Jefferson et à une partie des républicains qui étaient critiques du gouvernement comme le symptôme d'une montée des sentiments politiques, monarchiques, aristocratiques et anglophiles, d'une partie des élites fédéralistes. Et donc, Jefferson était embêté par la bourde de l'imprimeur qui avait mis cette note, donnant finalement l'impression que Jefferson était en quelque sorte le sponsor de Paine, le sponsor de Rights of Man. Il était gêné, mais en même temps, du point de vue politique, il trouvait, dans sa correspondance, il trouvait que le pamphlet de Paine arrivait au meilleur moment en Amérique. Non seulement parce que Paine défendait la Révolution française contre le gouvernement anglais, mais aussi parce que la critique de l'idée de constitution anglaise par Paine était, selon lui, une réponse aux apologistes de la constitution anglaise en Amérique. Et donc, dès sa parution en mai, le pamphlet de Paine se vend à des milliers d'exemplaires. On l'édite, on le réédite, on en publie des extraits dans la presse. Il se diffuse dans tous les États, du nord au sud, et il suscite un immense enthousiasme parmi les amis de la Révolution française et ceux qu'on pourrait appeler les républicains critiques du gouvernement fédéral. Alors les républicains d'opposition, ces républicains d'opposition ne sont pas les seuls à se mobiliser, les fédéralistes se mobilisent également, notamment par le biais de la presse. Il faut dire qu'ils dirigent la plupart des journaux américains. Alors Hamilton reste à l'écart de tout débat, mais John Adams encourage ses proches. Il ne veut pas répondre à Jefferson pour ne pas s'engager dans une polémique publique avec son ami, mais il encourage ses proches à répondre non seulement à Paine, mais aussi à la petite note de Jefferson qui accompagnait le texte de Paine. Alors celui qui va relever le gant, si j'ose dire, c'est son fils, John Quincy Adams, qui sera beaucoup plus tard président des États-Unis. À l'époque, il a 23 ans, et il publie sous le pseudonyme de Pulpicola une réplique à Paine dans une série de 11 articles qui paraissent dans un journal fédéraliste de Boston, le Columbian Sentinel, entre le 8 juin et le 27 juillet 1991. Ces articles sont abondamment repris dans les principaux journaux fédéralistes, alors pour en faire l'apologie chez les fédéralistes, pour les critiquer chez les républicains. Et donc ces Letters of Publicola suscitent à leur retour des réponses signées, comme ça se faisait à l'époque, de pseudonymes, comme Agricola, Cassius, Brutus, A Republican, etc., etc., etc. Alors on essaye en ce moment de savoir qui sont ces gens-là. Mon ami Gary Burton, qui est à Iona College, qui dirige Thomas Paine Studies, a un logiciel dans lequel ils font des analyses de texte, cherchant à déterminer qui est qui.
en tout cas si on peut attribuer des textes qui sont anonymes. Pour l'instant, on est arrivé à une attribution qui semble possible. C'est un texte qui s'appelle A Republican, qui, d'après Gary Burton, serait attribué à Madison. Mais bon, à James Madison. Mais on va voir dans les semaines et les mois qui viennent si on peut trouver quelle est l'identité de ces gens-là. Bref, donc des intervenants anonymes, a priori. Et donc, on a non seulement un débat sur Rights of Man, mais on a un débat dans le débat sur Rights of Man. C'est-à-dire que ces républicains qui répondent à Publicola défendent non seulement Rights of Man et Jefferson, mais défendent aussi la Révolution française. Et donc, or, ce débat se passe quand? Il se passe au moment où on apprend aux États-Unis la fuite du roi à Varennes. Et son arrestation, son acceptation de la Constitution. Et donc, la chronologie croisée du débat est très intéressante parce que les événements français font sens. Hein, quand Paine publie à Paris son fameux texte dans Le Républicain, il est immédiatement publié aux États-Unis, enfin immédiatement, 2 mois plus tard, hein, évidemment, le temps que ça arrive, publié aux États-Unis. Et donc, il y a une espèce comme ça de débat croisé entre la situation en France et la situation aux États-Unis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce débat pose la question de la nature de la République et de la Constitution, aussi bien en Amérique, en Angleterre qu'en France, mais évidemment selon des modalités qui se déclinent différemment selon les contextes. Alors donc, pour tenter de comprendre ces enjeux, je vais vous présenter ces textes en 3 temps. Aujourd'hui, je vous présenterai d'abord ces hérésies politiques auxquelles Rights of Man est censé répondre, c'est-à-dire les Discourses on Davila, mais aussi un autre texte qui est antérieur de John Adams qui s'appelle Defense of the American Constitutions, Défense des constitutions américaines, qu'il a publié entre 1787 et 1788, mais qui ressortent à ce moment-là, on les ressort. Ces textes sont abondamment commentés en 1791. En effet, pourquoi ils sont commentés? Parce qu'en fait, la quasi-totalité des gens sont persuadés que les lettres de Publicola sont de la plume de John Adams, et pas de son fils. Personne ne sait que c'est son fils qui les écrit. Donc tout le monde est persuadé que c'est lui qui les a écrits, et donc les contemporains vont immédiatement comparer les lettres de Publicola aux écrits de Adams, en disant c'est le même. Bon, c'était pas tout à fait le même, en fait, mais incontestablement, il y a une inspiration très commune. Malgré les démentis, malgré etc., bon, il y aura des démentis, mais la plupart des gens n'y croient pas, ne croient pas que ce ne soit pas John Adams. Dans un deuxième temps, et ça ce sera la prochaine fois, je vous présenterai, enfin je commencerai peut-être un petit peu aujourd'hui si j'ai le temps, je vous présenterai les principaux thèmes des lettres de Publicola, et en particulier les critiques adressées à Paine par John Quincy Adams, et la manière dont le débat sur l'idée de constitution anglaise devient un enjeu sur celui de la nature de la Révolution américaine et de la Révolution française, dans leur rapport conjoint. Enfin, dans un troisième temps, je vous présenterai les arguments des défenseurs de Paine contre Publicola, donc les Agricola, Cassius, Brutus, etc. Ils insistent tous sur le fait que la polémique sur la Constitution anglaise est un faux semblant, que le véritable débat, c'est la Révolution américaine et la Révolution française, et le lien indissoluble entre les deux. Et ce lien indissoluble entre les deux, c'est la question du républicanisme. C'est ce qu'est le républicanisme. Alors, je m'appuierai dans ce travail, d'une part, sur les œuvres des principaux protagonistes, Adams, John Quincy Adams, George Washington, Thomas Jefferson, etc., mais surtout sur un corpus de journaux qu'on pourrait qualifier de journaux d'opposition, c'est-à-dire des journaux qui sont critiques du gouvernement fédéral. On pourrait les appeler aussi journaux républicains, mais en 1791, le parti républicain-démocrate ne s'est pas encore constitué en tant que parti, à l'époque. Il y a ce qu'on appelle Republican, comment ils appellent ça déjà les Américains, une sorte de tendance républicaine, de sentiment républicain, je me souviens plus du terme exact, mais en tout cas ces journaux sont incontestablement des journaux critiques de Publicola, critiques de John Adams et critiques du gouvernement fédéral, et donc tous des défenseurs de Paine et de la Révolution française. Alors parmi ces journaux, il y a le Daily Advertiser de Benjamin Franklin Bache, qui est un journal de Philadelphie, le Freeman's Journal de Francis Bailey, qui est aussi de Philadelphie, l'Independent Gazetteer de Oswald, également de Philadelphie, le New York Journal de Thomas Greenleaf, l'Independent Chronicle Boston de Thomas Adams, aucun rapport avec John Adams, et la National Gazette de Philippe Freneau, qui sont donc les sources sur lesquelles j'ai travaillé essentiellement.
Voilà. Donc, je commence ma première partie proprement dite, les hérésies politiques de John Adams. Alors, John Adams est un théoricien politique très complexe, en fait, qui se laisse difficilement enfermer dans des grilles d'analyse. Ces derniers temps, l'historiographie a essayé de le placer dans des cases et dans des boîtes qui, à mon avis, ne rendent pas sa pensée. On a essayé de le mettre dans les catégories du puritanisme politique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, des Lumières écossaises, de l'empirisme moderne, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire non plus. Il a été, depuis quelques années, parce que c'est la mode, catalogué républicain classique, au sens Pocock, ou encore comme un tenant d'une science sociale historiciste. Mais bon, tout ça ne me paraît pas très intéressant. Les discours d'Avila donc, sont publiés dans la Gazette of the United States en 1790. Ils n'ont pas été publiés en volume à l'époque. Ce n'est que 15 ans plus tard qu'ils ont été rassemblés en volume. En 1812, Adams ajoute quelques lignes de présentation, expliquant que son diagnostic initial sur la Révolution française avait été confirmé par son cours. Confirmé par le cours de la Révolution française. Alors même que personne ne l'avait soutenu alors. Donc grosso modo, en 1812, il disait « je vous l'avais bien dit ». J'étais le seul à avoir raison sur la Révolution française. Et donc il remarquait avec amertume que ses essais avaient détruit sa popularité et avaient fait de lui, devant l'opinion trompée, un avocat de la monarchie. Ce qu'il n'était pas, bien entendu, disait-il. Et donc cette pointe d'un Adams vieillissant correspond en partie au sentiment des contemporains qui le voyaient véritablement comme un monarchiste. En effet, dès la publication de la Defense of the American Constitution en 1787, Adams avait pris position dans ce texte en faveur d'un Sénat et d'une présidence à vie, devenant ainsi suspect de monarchisme auprès d'une partie de l'opinion, sentiment renforcé par la position prise par Adams dans le débat sur les titres et le cérémonial que j'ai évoqué l'autre fois dans ma présentation de l'année dernière. En somme, avant même la publication des Discours d'Avila, Adams était déjà identifié par l'opinion comme un républicain anglophile avec des tendances monarchico-aristocratiques. Alors évidemment, je ne vais pas analyser les Defense of the American Constitution, ce serait hors sujet, et puis c'est gros, ça fait 1000 pages, hein. Adams avait la plume facile. Disons simplement que Adams se livre à une analyse politique et historique des constitutions des républiques anciennes, médiévales et modernes, et qu'il critiquait les conceptions des Commonwealth men anglais, comme Milton, Needham ou Sidney, c'est-à-dire les figures tutélaires du républicanisme anglais, en fait. Il s'opposait notamment à Needham, dont il rejetait les tendances démocratiques. Dans le troisième volume de sa Defense, Adams insistait sur le fait que dans une démocratie, le peuple sans propriété pourrait imposer sa volonté à l'ensemble, et donc une redistribution des richesses au détriment des propriétaires, aboutissant à un despotisme populaire. Le pouvoir du many, du plus grand nombre, devait être sérieusement limité par celui du few, c'est-à-dire le petit nombre. Car le peuple non propriétaire ne pouvait penser rationnellement l'inégalité de propriété sans chercher à s'en prendre aux riches. Dans une série de lettres privées échangées en juillet 1789 avec Roger Sherman c'était l'un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance, pas le plus connu, mais il a fait partie de cela. Donc, il écrit à Roger Sherman en juillet 89 au sujet de la nouvelle constitution américaine. Adams précise sa conception du républicanisme et son pronostic sur l'évolution des nouvelles institutions. Il explique qu'un gouvernement, alors là aussi je traduis à la volée, c'est un gouvernement dont la souveraineté, une république donc est un gouvernement dont la souveraineté est investie dans plus d'une personne. Dans les républiques, le pouvoir souverain est dans le législatif, il peut être confié à 2 personnes ou à des millions de personnes sans cesser d'être une république. C'est la raison pour laquelle les républiques peuvent être monarchiques, aristocratiques ou démocratiques, selon Adams. Selon cette définition, l'Angleterre est une république monarchique, mais c'est bien une république, puisque la souveraineté est partagée entre le roi, the one, les lords, the few, et le peuple, the many. On peut donc parfaitement confier à l'élément monarchique une forme de veto absolu sur la loi, sans pour autant cesser d'être dans le cadre du régime monarchique. Adams poursuit dans une seconde lettre en posant la question de la nature de la République américaine. Est-ce qu'elle est monarchique comme celle de Grande-Bretagne? Certes, dit-il, les éléments monarchiques et aristocratiques dans la Constitution américaine ne sont pas héréditaires, puisqu'il n'y a pas de présidence héréditaire, mais cela ne change en rien la nature de leurs pouvoirs respectifs.
Le peuple ou la nation qui délègue les pouvoirs peuvent les confier pour un jour ou à vie, sans que ces pouvoirs changent de nature. En ce qui concerne la Constitution américaine, le pouvoir du président est bien supérieur à celui des princes dans les républiques modernes, à celui des rois de Pologne ou à celui des rois de Sparte. Le seul magistrat auquel le président peut être comparé est le roi d'Angleterre. Et donc, il avait beau proclamer hautement son républicanisme dans tous ses écrits, il était évident que son républicanisme était à contre-courant de l'opinion américaine à ce moment-là, qui, au contraire, allait dans le sens d'une république plus démocratique, on y reviendra tout à l'heure. Alors, Adams peut être considéré, de ce point de vue-là, comme l'anti-Paine, par excellence. Au moment de la parution de Common Sense, d'ailleurs, Adams avait déclaré en privé que c'était un pamphlet détestable, parce que trop populaire et trop démocratique. Beaucoup plus tard, en 1806, Adams écrira la chose suivante: « Je ne connais pas un homme dans le monde qui a eu plus d'influence sur ses habitants, sur les affaires de ces 30 dernières années, que Thomas Paine. » Et pour lui, ce n'était pas du tout un compliment, puisque toute la période qui venait de s'écouler, c'est-à-dire l'époque des révolutions, c'était une période de trouble. Donc pour lui, Paine, c'est vraiment l'archi-ennemi absolu. Pour Adams, Paine, c'est la canaille. C'est la canaille, c'est l'enthousiasme, c'est le désordre, c'est l'immoralité, tout ce qui est rejeté, tout ce qui renvoie à la populace. Et donc le républicanisme démocratique de Paine est entièrement rejeté par Adams. Donc on a compris que Adams se rapporte à une conception qu'on pourrait appeler monarchico-aristocratique de la République, c'est-à-dire une République dans laquelle il y aurait un très fort élément exécutif, un très fort élément aristocratique. Il faut bien dire aussi que cette conception, elle ne sort pas de n'importe où, elle a été nourrie de la peur d'une partie des élites fédéralistes pendant la Révolution américaine. Ils ont vu pendant la Révolution américaine des gens du commun se pointer dans les réunions des assemblées, être élus dans les assemblées législatives des États et des villes, et ça fait très peur à cette vieille aristocratie, entre guillemets, locale, de grands propriétaires ou d'hommes à talent comme Adams. Et donc, dès 1776, Adams considère que la Révolution en cours remet en cause les hiérarchies sociales. Donc la société américaine, elle a été complètement bouleversée par la Révolution, et qu'il faut en quelque sorte rétablir de la hiérarchie sociale par le privilège et en recréant une aristocratie, pour restaurer un lien de sujétion sociale entre l'aristocratie des riches et le peuple. Bon, le problème, c'est que toute la société américaine va dans l'autre sens. Il faut bien dire que la Constitution américaine interdit tout titre de noblesse. C'est formellement écrit. Un des éléments qui fait qu'on perd la citoyenneté américaine, c'est l'acceptation d'un titre de noblesse quelconque. Et donc, on ne peut pas recréer une noblesse, c'est juste pas possible. Et donc, ce que veut Adams, c'est recréer une aristocratie de la richesse par différents types de moyens. Il faut bien comprendre que la citoyenneté américaine est une citoyenneté révolutionnaire. Elle n'a pas d'équivalent à ce moment-là. Même en Angleterre, où il y a des sujets de droit d'Angleterre avec des libertés, etc., il n'y a pas d'équivalent à la citoyenneté révolutionnaire. Évidemment, un peu plus tard, il y aura en France, mais en 1976, ce n'est pas le cas. Alors, je reviens au maintenant que j'ai posé un peu le personnage, je reviens au discours de Davila, qui est donc un commentaire, en fait, un commentaire d'un historien vénitien qui s'appelait Enrico Catarino Davila, et qui avait publié en 1630, donc il y a fort longtemps, une histoire des guerres civiles de France consacrée aux troubles politico-religieux de la mort de Henri II en 1559 à 1598, guerre de religion. Alors les discours sont formellement des commentaires sur l'histoire de Davila, mais Adams quitte quasiment tout le temps le XVIe siècle, il parle du XVIe siècle, mais il quitte toujours le XVIe siècle pour aller au XVIIIe et pour parler de la Révolution française qui est en cours. Je vous rappelle qu'on est en 1790, donc ça vient de commencer. Et les discours ont été conçus par Adams comme une suite à sa défense des constitutions américaines. Et notamment, Adams entendait, en 1787, répondre à Turgot et à Condorcet, qui avaient critiqué, à ce moment-là, la constitution bicamérale du Massachusetts. Parce que la constitution du Massachusetts était une constitution bicamérale, et Condorcet et Turgot reprochaient à la constitution du Massachusetts d'être trop anglaise. Et Adams avait défendu contre Condorcet et Turgot la monarchie anglaise.
Et donc le texte des essais s'insère dans un quadruple ensemble. D'abord, c'est une défense de la Constitution anglaise comme forme ultime de gouvernement tempéré. Deuxièmement, une analyse de la distribution de la souveraineté entre le roi, les grands et le peuple dans la Constitution monarchique française. Et là, il renvoie à ce qu'on appelle une Constitution sous l'Ancien Régime en France. Troisièmement, une défense de l'idée de hiérarchie des honneurs et d'aristocratie naturelle en Amérique. Et enfin, une critique de la Révolution française, présentée comme démocratique. Alors, sur quoi s'appuie Adams? Ça me paraît assez intéressant. Adams part d'une anthropologie qui est totalement pessimiste. Je dirais à contre-courant d'une grande partie de l'anthropologie des Lumières. Certes, les hommes sont naturellement sociaux, mais la nature les a donnés de passion, d'appétit et de facultés personnelles et sociales. Bon, tout ça est évident, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc les hommes sont naturellement sociaux, mais il y a des passions, etc. Donc là-dessus, jusque-là, ils ne se distinguent pas tellement. Mais en fait, ce qui est important chez Adams, c'est que la passion qui l'emporte sur toutes les autres passions, c'est la passion de la distinction, qui est première. C'est la distinction qui est première dans l'humanité. Tous les hommes veulent être aimés, distingués de leurs semblables. Et la pire expérience, c'est d'être, non pas haï, mais d'être négligé. Tous les hommes souhaitent l'amour et l'approbation générale, et tous se comparent les uns les autres en permanence. Alors, il y a un versant positif qui est l'émulation qui pousse les hommes à se surpasser, et il y a un versant négatif, c'est quand cet esprit de distinction devient ambition, elle devient jalousie ou elle devient vanité. Et donc, le concept de distinction de chez Adams, ça se rapproche un peu de ce que Rousseau appelle l'amour-propre, hein, qui est cette passion négative par rapport à l'amour de soi, qui est une passion positive. Donc, la passion de la distinction est le moteur de l'histoire humaine. Quand elle est bien dirigée, elle aboutit aux vertus, et quand elle est mal dirigée, elle devient un vice. Certes, la nature humaine est aussi marquée par la bienveillance, mais la distinction l'emporte toujours sur la bienveillance. C'est d'abord le désir de réputation qui fait les vertus sociales et non la bienveillance seule. La récompense d'un bon comportement social vertueux est l'estime de tous, la punition pour un comportement vicieux et la négligence ou le mépris. Le mépris ou la négligence sont aussi douloureux qu'une maladie ou une blessure. Une espèce je sais pas, il devait être un peu... il devait sentir sa réputation attaquée. Je ne sais pas, je ne vais pas faire de la psychologie à 2 francs ou à 2 $, mais... il y a une espèce d'obsession comme ça de la distinction. La régulation de la passion de la distinction est donc le but de tout bon gouvernement. Le gouvernement doit réguler la passion de la distinction, c'est son seul but. C'est le seul instrument pour établir l'ordre, la subordination sociale et l'obéissance à la loi, puisque tout ça ne peut pas se fonder seulement sur la violence. C'est donc cette passion qui est à l'origine des noblesses, au sens le plus général du terme. Une goutte de sang royal ou de sang noble est recherchée, car elle distingue ceux qui la possèdent, et cela dans les monarchies comme dans les républiques. Et dans les républiques, il existe des grandes familles auxquelles sont attachées des idées de grandeur et de distinction. Certes, dit-il, cette passion est irrationnelle, mais c'est comme ça que ça marche. Pas plus d'ailleurs, dit-il, que le goût des richesses, puisque finalement, le goût des richesses, le goût de la propriété, ça n'est qu'une forme de passion de la distinction, puisque c'est la propriété qui amène les honneurs. Et donc les hommes de lettres, les hommes à talent, les officiers sont aussi conduits par cette passion de la distinction. A l'inverse, le pauvre est honteux de sa pauvreté, non parce que la pauvreté est condamnable en soi, mais parce que la pauvreté fait qu'il ne sera pas distingué. La pauvreté emporte la négligence et le mépris. Bon, comme la vertu est la seule source rationnelle de l'honneur, les nations ont toujours accolé des titres aux vertus. Ces titres ne dérivent pas des qualités des individus ou de leur fortune, mais des vertus de leur état. On appelle les rois majestés, on appelle les seigneurs souverains, etc., etc. Les nations les plus sages et les plus vertueuses ont donc conçu des échelles et des dégradations de titres et d'honneurs pour fonder un ordre social. Adams en veut pour preuve le cursus honorum des Romains et le fait que tous les États, y compris les républiques, dit-il, ont prévu une saine hiérarchie des titres et des honneurs qui ne sont donc pas réservés au régime monarchique. Le désir de distinction fonde l'ardeur et l'émulation de tous au service de l'ordre social. Et donc la théorie de l'éducation et la science du gouvernement est réduite à un seul principe,
qui est de contrôler, de conduire et de réguler l'émulation et l'ambition des citoyens. Alors, comment appliquer ça à la France? Adams dit, ben voilà, c'est très compliqué, puisque dans le système français, plusieurs millions de personnes doivent choisir des députés. Or, c'est impossible. Comment pourrait-on choisir les députés en fonction de leurs vertus? Les vertus d'un candidat ne peuvent pas être connues de millions de personnes qui sont censées les lire. L'élection est donc une loterie, contrairement au choix héréditaire, qui, lui, s'appuie sur la passion de la distinction. Une élection par district comme en France, ou par État comme aux États-Unis, donc il est contre les États aussi, contre le système électoral aux États-Unis, revient à ne pas reconnaître le mérite national et à faire dépendre la vertu d'un candidat du hasard de sa domiciliation. Les nations les plus sages ont reconnu que le principe électif n'était pas à même de désigner les plus grandes vertus. Donc elles fondent leur choix sur des critères permanents. Or, quel critère plus permanent que celui de la propriété foncière? Les hommes aiment le spectacle des honneurs dus aux grandes familles, ils aiment la richesse des vêtements, ils aiment les décorations, ils aiment les festivités. Et la grande erreur de la Révolution française, c'est précisément d'en avoir fini avec le faste, le décorum. Les Français aimaient la famille royale, la grossesse de la reine, la naissance des dauphins, etc., anticipaient la prise de pouvoir, la prise de fonction du futur roi, et concentraient sur la personne du roi tous les honneurs. En faisant une république démocratique, les Français, et en refusant une politique des honneurs, les Français vont aller inéluctablement en direction de la constitution de factions qui apparaîtront. Pourquoi? Parce que si on divise l'attention publique, qui se concentrait sur le roi et la noblesse, si on la divise, cette attention publique, sur des candidats nombreux et variés, eh bien, des factions vont apparaître et il n'y aura plus de point central vers lequel l'attention publique va converger. Du conflit des factions naîtront d'abord donc des calomnies et des libelles qui produiront à leur tour des séditions et à terme une guerre civile. C'est pourquoi il est nécessaire que le premier magistrat d'une nation soit à l'abri de la compétition. Et donc il propose des magistratures à vie. Et évidemment, il se prononce pour une présidence à vie en Amérique. Alors John Adams, on voit, applique ces maximes à la Révolution française. La représentation politique en France exclut la noblesse, en tant que noblesse. Et elle exclut la monarchie en tant que monarchie, puisqu'elle confie au peuple seul, dans le cadre d'une assemblée législative unique et élue, le pouvoir. Et donc la cause de la liberté est perdue, car l'ordre social fondé sur la distinction sera détruit. Diviser de l'autorité exécutive, comme le veut la publication, il cite nommément les droits et devoirs de l'abbé de Mably. Il dit, ça vient de paraître, tout le monde le lit en France, etc. Et donc faire comme ce que propose l'abbé de Mably, confier l'autorité législative à une assemblée tirée du peuple, annihiler la noblesse, va à l'encontre de l'équilibre nécessaire de l'ordre social. Une assemblée unique se comportera nécessairement de manière tyrannique, beaucoup plus qu'un régime despotique. Seul un équilibre des passions et des intérêts peut assurer la stabilité de la liberté. Or, ce n'est pas le cas en France, puisque, ayant détruit l'ordre social, un nouveau fanatisme va apparaître qui remplacera le fanatisme de la féodalité. Et donc, pour Adams, la souveraineté populaire une et indivisible est une chimère destructrice de l'ordre social. Et la Révolution aboutira à un nouveau despotisme. Alors, tout n'est pas perdu. Adams dit, les Français ont fait des erreurs, mais ils peuvent se reprendre. Ils peuvent donc réintroduire dans la Constitution un principe qui va permettre l'émulation et l'octroi d'honneur aux grandes familles pour qu'on réintroduise cette distinction. L'histoire prouve, de toute façon, dit Adams, que la noblesse ne cesse de renaître et que l'égalité sur laquelle est fondée la Déclaration des droits est une chimère. Alors, il fait tout un truc, je ne vais pas vous citer tout le passage en anglais parce que ce serait un peu long, mais enfin, grosso modo, il dit, je traduis à la volée, on nous dit que nos amis de l'Assemblée nationale de France ont aboli toutes les distinctions, mais ne vous trompez pas, mes chers compatriotes, tout cela est impossible. Ont-ils, ils utilisent le mot level, nivelé, ont-ils nivelé toutes les fortunes et divisé également toutes les propriétés? Ont-ils fait tous les hommes et les femmes également sages, élégants, beaux? Ont-ils anéanti les noms de Bourbon, de Montmorency, de La Rochefoucauld, de Noailles,
de Lafayette, de Lamoignon, de Necker, de Calonne, de Mirabeau et de Bailly ont-ils jeté aux flammes tous les livres d'histoire, les annales, les recueils d'histoire de la nation? Ont-ils brûlé toutes les images? Ont-ils cassé toutes leurs statues? Ont-ils extirpé de toutes les mémoires les noms, les lieux et les actions illustres de leurs ancêtres? Est-ce qu'ils n'ont pas encore des princes? De premier, second temps. C'est vrai qu'il y a encore des princes à ce moment-là. Etc., etc., etc. Donc, est-ce qu'ils veulent que toutes ces distinctions soient oubliées? Et il fait une petite pique à la fin. Est-ce que les officiers français qui ont servi en Amérique ont jeté leurs aigles et ont déchiré leurs rubans? Les aigles et les rubans, c'était l'espèce de décoration que portaient les officiers français qui avaient servi en Amérique. Et donc, une société privée de la passion de la distinction serait purement fondée sur la poursuite de la richesse, dit Adams. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il dit une telle société bannirait la vertu et ferait reposer l'ordre social sur la corruption et la vénalité. De toute façon, il existe un parti monarchique et un parti aristocratique en France, et de toute façon, il reprendra le pouvoir à un moment ou à un autre. Puisque c'est pas possible autrement. L'avenir de la Révolution française dépend donc de la capacité des Français à construire un gouvernement plus équilibré, dans lequel la passion de la distinction pourra balancer la distinction des richesses, la passion des richesses. Hein? Sans passion de la distinction, il n'y aurait que la passion des richesses. Alors bon, il veut bien reconnaître que l'idéologie du moment, il dit que les Lumières ont quelque peu démodé les titres et les distinctions, etc., etc., mais en aucun cas on peut conclure que le monde est devenu celui des chimères démocratiques. Est-ce que les riches, est-ce que les richesses, est-ce que les honneurs, est-ce que la beauté ne sont plus à la mode, etc., etc., etc. Les Français, mais aussi les Américains, qui voudraient suivre leur exemple, et là, le cap ailleurs, doivent reconnaître ces vérités. Français, agissez et pensez par vous-même. Reconnaissez la nature humaine. Reconnaissez qu'on ne peut se passer de la distinction. These affections of being exempted from passion, ces prétentions que vous avez à être sans passion sont inhumaines. Américains, réjouissez-vous, nous avons appris de notre expérience, et à la place de projets fantastiques et chimériques, nous avons adopté un essai prometteur vers un gouvernement plus ordonné, etc., etc., etc. Et donc, il encourage les Américains à ne pas prendre modèle sur la France démocratique. De toute façon, la distribution de la propriété des talents qui en sont la conséquence rend impossible la démocratie, car seule une minorité peut gouverner. 99% de l'humanité ne peut faire autre chose que travailler pour subsister, écrit Adams. La minorité qui peut gouverner est donc nécessairement l'objet de la jalousie du reste de la société. L'opposition entre le pauvre et le riche, entre le laborieux et l'oisif, entre l'ignorant et celui qui a reçu une bonne éducation, est elle aussi une donnée de nature. Donnée de nature à laquelle ni politique ni artifice ne pourra modifier en profondeur. Tout pouvoir législatif est et sera toujours travaillé par les intérêts divergents du few, du petit nombre, et du many, du grand nombre. Et donc, il faut équilibrer les intérêts et surtout sécuriser la propriété, pardon. Car sans cet équilibre, la propriété est en danger. Hein, comme en France, puisque en France, la propriété risque de se trouver entre les mains de ceux qui n'ont pas de propriété. La France reconnaîtra, comme nous l'avons déjà dit, que l'agneau placé dans la garde du loup finira décidément bien mal. Voilà, grosso modo. Pour lui, c'est les riches qui seront mangés par les pauvres. Alors, la publication de ces discoursives, je ne développe pas, vous avez compris l'idée générale, la publication de ces discoursives a suscité des réponses indignées dans la presse d'opposition en 1790 et au début de 1791. On attaque, on ne le nomme pas toujours, puisque c'est quand même le vice-président, on attaque sans nommer le vice-président, dont les propos sont considérés comme anti-républicains par une partie de l'opinion. Le journal de Boston, The Independent Chronicle, publia le 21 et 28 octobre 90
un autre texte de Adams, qui datait de 1776, qui s'appelait Thoughts on Government, qui était un texte républicain. Et les commentateurs disent, grosso modo, qu'est-ce qui lui arrive à Adams? Pourquoi il est devenu fou? Et ils en déduisent que c'est son passage en Europe, et notamment en Angleterre, parce qu'Adams était ambassadeur à Londres, qui lui ont tourné la tête. Certes, la définition de la République dans le texte de Adams était celle de la tradition anglaise. A good government is an empire of laws, not of men. Un bon gouvernement est un gouvernement des lois et non des hommes. C'est la définition de Hume et de Blackstone. Certes, il disait tout ça, mais les commentateurs remarquent qu'il a complètement apostasié sa conception républicaine. Puisque dans les Thoughts on Government, dans les pensées sur le gouvernement de 1776, Adams ne parlait pas du tout d'aristocratie naturelle ou de monarchie à l'américaine. Alors une partie de la presse d'opposition rapproche le discourses Rondavilla du débat sur les titres en République. Ainsi, le New York Journal publia le 3 février 1991 un article qualifiant le texte de John Adams de « most pedantic sophistry of argument », argument d'un pur sophisme pédantique, et ses commentaires sur Davila de toile d'araignée ramassés sur des vieux volumes. Ces écrits ne visaient, selon le rédacteur, qu'à introduire en Amérique toute la pompe des cours et le catalogue des titres nauséeux qui sont généralement les titres du despotisme. Et donc l'auteur des Discourses, le vice-président, était traité de short-sighted sycophant, sycophante à courte vue, vendu aux would-be noblemen, vendu à ceux qui voudraient devenir des nobles. Alors, toutes ces publications posaient des questions à des amis de John Adams, qui ne comprenaient pas d'où il sortait tout ça. Et c'est le cas du vieux révolutionnaire Samuel Adams, qui est son cousin, qui est beaucoup plus vieux, qui était alors lieutenant-gouverneur du Massachusetts, et il écrit à John Adams une série de lettres en lui disant « Mais c'est quoi la République pour vous? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez ces positions-là » Alors c'est très intéressant parce que là, on a une correspondance privée, qui n'a pas été publiée, mais dans laquelle Adams s'exprime de manière extrêmement claire. Samuel Adams était enthousiaste vis-à-vis de la Révolution française. John Adams exprime d'emblée son scepticisme. Dans la lettre du 12 septembre, il dit « La lutte en cours en Europe risque de n'être rien d'autre qu'un changement d'imposteur et d'impôt. » Il y a un mot en anglais, « imposters and impositions ». Faute pour les Français d'avoir compris les vrais principes de l'architecture politique. Adams lui répond le 4 octobre, il dit « Bon, d'accord, il y a des principes de l'architecture politique, mais ces principes sont peut-être un peu caducs, parce que ce qu'on vient de faire en Amérique, ce qu'on vient de faire en France, tout ça est quand même assez nouveau, et qu'on n'est pas obligé de s'appuyer sur l'expérience des républiques médiévales et modernes. » Le vice-président lui répond le 18 octobre, et il lui dit grosso modo « On ne peut pas fonder une république sur l'éducation et la vertu. Ce ne sont pas des qualités nécessaires dans une république. Ça peut être bien, mais ce n'est pas indispensable. » En fait, les problèmes de l'organisation sociale, c'est la question de la mise en place d'institutions pour réguler les passions. On en est toujours à la même chose, pour réguler la passion de la distinction. Certes, dit-il, la forme républicaine est sans doute la meilleure, mais encore faut-il s'entendre sur le sens du mot république. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la définition que donne Adams ici de la République n'est pas la même que celle qu'il donnait dans la Thoughts on Government. Il dit « La République est un gouvernement dans lequel le peuple a collectivement ou par représentation une part dans la souveraineté. » On n'est plus dans le cadre d'une souveraineté on est dans le cadre d'une souveraineté partagée. Il précise que les formes républicaines en Pologne ou à Venise sont de ce point de vue bien pires que la monarchie française. Que la monarchie française, d'Ancien Régime, était plus républicaine que la République de Venise. La République n'est pas incompatible avec le gouvernement mixte, selon John Adams, car l'ordre social ne pourra jamais être fondé sur la vertu. En effet, l'étude de la nature humaine et des passions, celle de la société et de l'histoire universelle, montre que lorsque les rois, les nobles ou le peuple ont dominé la société sans que ces trois états ne se contrôlent les uns les autres, il en a résulté des formes de despotisme. John Adams précise que ce qu'il entend par aristocratie n'est pas forcément identique à ce qu'on entend par là en Europe.
Pour Adams, toute société, quelle qu'elle soit, produit des aristocraties naturelles. Les grandes familles négociantes ou propriétaires en Amérique sont une des formes d'aristocratie naturelle, bien qu'il n'y ait pas de noblesse héréditaire en Amérique. L'aristocratie est une donnée de nature pour Adams, puisqu'elle est fondée sur la passion de la distinction. Donc l'humanité n'est pas l'amour de la liberté, parce que les hommes préfèrent être des chiens bien nourris à des loups faméliques. Il faut des institutions pour protéger la propriété contre ceux qui n'en ont pas. Je vais vous lire la citation en anglais parce qu'elle est particulièrement causante, puis je la traduirai après. When the people who have no property feel the power in their own hands to determine all questions by a majority, they ever attack those who have property till the injured men of property lose patience and recur to finesse, trick, stratagem to outwit those who have too much strength, because they have too many hands to be resisted any other way. Quand le peuple, qui n'a aucune propriété, a le pouvoir dans ses propres mains de déterminer les questions par la majorité, ils ne cessent d'attaquer la propriété jusqu'à ce que les hommes de propriété qui ont été attaqués, les hommes de biens qui ont été attaqués, perdent patience et recourent à la finesse, à des ruses ou à des stratagèmes pour outwit, j'arrive pas à trouver le terme français, pour dépasser en intelligence ceux qui ont trop de force, parce qu'ils ont trop de mains pour qu'on puisse leur résister. Il y a donc une espèce de pouvoir de la multitude qui effraie totalement Adams. Heureusement, bon, dit Adams, le peuple a quand même une déférence pour l'aristocratie, et donc avec des bonnes institutions, on peut tenir le peuple qui n'a pas de propriété. C'est pourquoi les insultes des démocrates français ou américains à l'égard des well-born, des bien-nés, ne sont que des manifestations d'un mobbish spirit, d'un esprit de foule bien différent du véritable esprit de liberté. Alors, Samuel Adams essaye de répondre, hein, il essaie de défendre son point de vue, et il lui dit, bon, il y a un problème, il n'est pas vrai, dit Samuel Adams, que le peuple n'a qu'une part de la souveraineté. Pour Adams, Samuel, la souveraineté est indivisible et par essence entièrement entre les mains du peuple, qui peut, à son gré, amender, modifier, annuler, créer les constitutions. On trouve ici l'argument de Paine, dans le Common Sense. Et Samuel Adams s'étonne qu'un Américain puisse ne pas affirmer, comme une vérité intangible, que la totalité de la souveraineté réside dans le peuple. La Constitution américaine ne commençait pas par « we, the people », nous, le peuple. Les institutions américaines sont déjà équilibrées, dit Samuel Adams, et il existe même une forme de contrôle suprême qui est la procédure de l'impeachment, puisqu'on peut, par la procédure de l'impeachment, se défaire d'un magistrat. Sur la question des aristocraties naturelles, Samuel Adams se ricane, il dit ouais, bon, de toute façon, de la noblesse en France, de la noblesse aux États-Unis, il n'y en a pas des masses. De toute façon, les marchands, certains sont intelligents, d'autres sont des crétins. Donc on ne peut pas forcément appuyer tout ça sur une... On ne peut pas construire une aristocratie là-dessus. Et de toute façon, le prestige de la distinction, c'est un préjugé néfaste qui va s'éteindre au fur et à mesure. D'une manière générale, Samuel Adams réfute l'idée selon laquelle la vertu et les lumières ne peuvent pas former la base d'une république. Selon lui, les progrès de la connaissance en Amérique prouvent le contraire. Les Américains approuvent leur constitution et exercent leurs droits de manière rationnelle et intelligente en véritable républicaine. L'amour de la patrie, de la liberté, la pratique des vertus sont des réalités sociales pour Samuel Adams et non des chimères philosophiques. Et les atteintes potentielles à la propriété que dénonce John Adams sont chimériques. Parce que de toute façon, en Amérique, le peuple ne remet pas en cause la propriété elle-même, puisque la plupart des Américains ont la possibilité de s'en constituer une, et que s'ils n'ont pas la possibilité de s'en constituer une, leurs enfants l'auront. Voilà. Donc il y a cette idée que, de toute façon, la peur de Adams, la peur sociale de Adams n'a pas beaucoup de fondement. Alors, un certain nombre de contemporains critiquent les discours de Davila, critiquent Burke, je passe ça,
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la publication de la première partie de Rights of Man de Paine arrive dans ce contexte-là. Dans ce contexte où on a d'un côté une certaine forme de réflexion monarchique et aristocratique, chez certains fédéralistes comme Adams ou comme d'autres, et de l'autre côté, une espèce de critique républicaine des dérives, ce qui est présenté comme une dérive du gouvernement fédéraliste. Et donc, pendant le mois de mai et de juin 91, la presse reproduit le texte de Paine, soit en extrait, soit en chapitre. Le texte est très vite imprimé, réimprimé, hein, vous savez, à des milliers d'exemplaires. Le pamphlet lui-même est réédité plusieurs fois, y compris en œuvre choisie. On publie Common Sense, A Right of Man, Common Sense, American Crisis, A Rights of Man. Il y a des souscriptions. Et comme le remarque Jefferson, la publication de Right of Man suscite un débat général dans la presse. Selon lui, le seul journal critique envers Paine était la Gazette des États-Unis, hein, Gazette of the United States, de Fenno, le journal fédéraliste. Alors, les commentateurs analysent peu le texte de Paine parce qu'ils considèrent que le texte de Paine est suffisamment clair pour parler à tous. Ils se contentent de le reproduire, c'est-à-dire qu'on a des chapitres entiers de Paine qui sont publiés dans la presse. En revanche, les éloges adressés à Right of Man sont toujours accompagnés de critiques contre Burke et contre Adams, qu'on met dans le même sac. Vous avez ainsi un extrait de Rights of Man qui est publié dans le General Advertiser du 10 mai, qui est accompagné d'une note se félicitant de la rapide diffusion du pamphlet. Et Bache, donc, qui est le petit-fils de Benjamin Franklin, hein, qui est le propriétaire du journal, écrit que les Américains n'ont pas oublié les glorieux principes de leur révolution et que les partisans du gouvernement monarchique et des titres en Amérique ne sont qu'une poignée d'apostats. Une lettre datée du 1er mars, publiée le 12 mai dans le General Advertiser, parle de sentiment d'exaltation des amis de la liberté en Angleterre au spectacle de la Révolution de France. Et il parle de la French Democracy comme du palladium de la liberté de l'humanité. Alors c'est marrant, hein, le terme qui revient tout le temps, c'est French Democracy. On est en 91, hein, c'est-à-dire qu'on est sous ce que les historiens en France appellent la monarchie constitutionnelle. Pour eux, c'est French Democracy. Et heureusement qu'il existe cette French Democracy, car celle-ci permettra de balayer ce qu'il reste d'aristocratisme anglais en Amérique. Dès le départ, il y a des réflexions sur l'idée que tout ce qui se passe en France aura des conséquences en Amérique, et inversement. Hein, les deux révolutions, dit un autre article, sont « a renovation of natural order of things », une rénovation de l'ordre naturel des choses, fondée, comme l'avait écrit Paine, sur un système de principes aussi universel que la vérité et l'existence de l'homme, et combinée, une morale combinée avec le bonheur politique et la prospérité nationale. Donc on fait une apologie de la Déclaration des droits à travers ce texte. Alors, je ne vais pas vous donner d'autres exemples, j'en ai dans la version écrite, puis de toute façon il est un peu tard. Simplement, alors, ça c'est pas utile. Oui, alors je termine là-dessus. Donc, placé en porte-à-faux par l'affaire du billet devenu exergue du pamphlet, Jefferson écrit à Washington pour se justifier. Il lui explique que son rejet de la Constitution anglaise et ses désaccords de principe avec Adams sont bien connus, mais qu'il n'a pas souhaité se placer en contradicteur public du vice-président. Il en profite pour faire l'apologie de Right of Man, qui est un pamphlet populaire et républicain, que seulement quelques anglomanes, il utilise l'expression anglomane, peuvent critiquer. En effet, les Anglais, justement, avaient critiqué la publication de Right of Man aux États-Unis, et notamment le fait qu'il y ait les deux lignes de Jefferson dessus. Et Jefferson, ministre des Affaires étrangères. Donc il apparaissait, pour les Anglais, il est évidemment très intéressant de placer, de crier à l'incident diplomatique. Et dans sa correspondance, Jefferson ne cesse de faire l'éloge du livre de Paine, qui raffermissait le républicanisme de la plupart des Américains contre les arguties de Burke, et qui pourrait même peut-être agir comme une douche pour les quelques Américains apostats, partisans de la monarchie à l'anglaise. Voilà, donc c'est la fin de ma première partie. Dans la deuxième partie, le mois prochain, je vous présenterai les lettres de Publicola et les réponses aux lettres de Publicola. Voilà, je ne peux pas développer plus longtemps aujourd'hui, mais évidemment, je répondrai à toutes vos questions sur tout ça.